Continuer à enseigner dans des classes, continuer à enseigner avec souvent des élèves que nous appelons difficiles chez nous. Et cette expérience de l'enseignement au quotidien a nourri en permanence ma pratique de formateur, mais aussi ma réflexion de chercheur. Alors je vais vous proposer un diaporama qui, contrairement à celui que j'ai utilisé le premier jour, est assez technique. Vous ne pourrez pas tout prendre en note parce qu'il y a énormément d'items, mais j'ai fourni ce diaporama aux organisateurs du colloque qui le mettront à votre disposition. Donc vous l'aurez, il vous sera communiqué et vous pourrez donc le consulter et en consulter les moindres détails à loisir. Rapidement, le plan de cette intervention. D'abord, dans un premier temps, je vais m'interroger avec vous, avant de parler de la formation des enseignants, sur les divers paradigmes pour penser le métier d'enseignant. Parce que selon la manière dont on pense le métier d'enseignant, bien évidemment, on va le former différemment. Dans un second temps, j'insisterai, et ce sera le point clé de ma démonstration, sur le fait qu'enseigner, c'est décider. Et que la formation des enseignants est une formation à la décision. Ensuite, je vous montrerai ce qui, à mon avis, est important dans la décision pédagogique au quotidien face à des élèves. Et nous verrons ensuite comment on peut former les enseignants et les enseignantes pour qu'ils puissent précisément prendre au bon moment, au bon endroit, les bonnes décisions dans l'intérêt des élèves et dans l'intérêt de leur éducation. Alors rapidement, quel paradigme pour penser le métier d'enseignant? J'ai procédé il y a quelques mois à une petite revue de littérature sur les publications internationales qui permettent de repérer les diverses conceptions du métier d'enseignant qui courent aujourd'hui. J'en ai identifié un certain nombre qui renvoient à un certain nombre de paradigmes. Je les énonce ici. Ça n'est évidemment pas exhaustif. J'ai identifié d'abord le paradigme que j'appelle encyclopédique, fondé sur la connaissance a priori et exclusive des savoirs. Le paradigme qu'on pourrait appeler charismatique, fondé sur à la fois la vocation et un don supposé pour la transmission des connaissances. Le paradigme behavioriste, qui globalement s'inscrit dans la lignée de Skinner, de l'enseignement programmé, et qui s'efforce d'une manière ou d'une autre de rationaliser jusqu'au bout, y compris jusqu'à la machine dans le Learning Analytics, ce qu'est l'acte d'enseigner. Le paradigme constructiviste, tel qu'il a pu être développé à la suite des travaux de Vallon et de Piaget, et puis le paradigme anthropologique qui renvoie à une vision qu'on pourrait appeler plus phénoménologique du métier d'enseigner. Alors il me semble que tous ces paradigmes ont un intérêt. Et je suis parti de l'idée que s'ils étaient mobilisés dans la littérature éducative, c'est qu'ils étaient intéressants, ils avaient un sens. Le paradigme encyclopédique, celui qui fonde le métier d'enseignant sur la maîtrise des savoirs enseignés, évidemment que c'est un paradigme qui a de vrais atouts. Il a de vrais atouts et c'est indispensable. Mais quand on lit la littérature, on s'aperçoit que ce paradigme se heurte à une difficulté quasiment métaphysique. Et j'emploie ici des termes d'un philosophe que j'aime beaucoup, d'un philosophe français que j'aime beaucoup, Vladimir Yankelevitch, qui dit que à qualité académique égale, c'est-à-dire à maîtrise équivalente des connaissances, il y a toujours quelque chose, il dit un je ne sais quoi ou un presque rien, qui quand même fait la différence, qui fait qu'on peut maîtriser les choses aussi bien et pas tout à fait les transmettre de façon aussi efficace. Alors on ajoute en général au paradigme encyclopédique un paradigme charismatique. On dit il faut avoir des connaissances, mais il faut aussi avoir du charisme, avoir un don pour la communication et l'enseignement.
Alors oui, c'est assez peu discutable. Les travaux internationaux montrent que la variable personnelle joue d'une manière déterminante dans la perception qu'ont les élèves de leur enseignement, de leur enseignant et de ce qu'ils peuvent apprendre. Mais évidemment, ce paradigme charismatique, aussi intéressant soit-il, comporte un grave danger. C'est celui de la captation et de l'emprise. À force de charisme, on finit par avoir une emprise sur ceux et celles à qui l'on enseigne, et cette emprise finit par prendre le pas sur la maîtrise des savoirs, la transmission de ces savoirs et le transfert de ces savoirs. On peut discuter à l'infini sur le fameux film, sur les poètes disparus. Vous savez, Keating, vous avez sans doute vu ce film, où ce professeur tout à fait extraordinaire séduit ses élèves au point, à un certain moment, on ne sait pas si cette séduction, elle est positive, elle les entraîne sur les chemins de la littérature, de la poésie, de la création, ou si elle est une emprise qui conduit certains au suicide. Donc, on ne peut pas se contenter de ce paradigme charismatique sans l'interroger. Alors, la deuxième moitié du XXe siècle, le paradigme behavioriste, c'est celui qui a été développé, pour ceux et celles qui le connaissent, par Skinner et l'enseignement programmé, qui a été repris très largement dans ce que l'on appelle la pédagogie par objectif ou la pédagogie de la maîtrise, qui se propose de décrire très exactement le résultat attendu et de découper la chaîne de l'acquisition des savoirs en autant de couples objectif-évaluation indéfiniment multipliés. Ce paradigme behavioriste semblait tomber un peu aux oubliettes. Il est aujourd'hui remis au goût du jour par le numérique, et en particulier par le développement des techniques dites de learning analytics. Alors vous connaissez sans doute ce qui se passe chaque année à Doha, au Qatar, où la troisième épouse de l'émir du Qatar organise un grand congrès international de l'éducation, le WISE, et où se retrouvent ensemble les grands penseurs du numérique. Chaque année, ils disent progresser vers la possibilité d'un enseignement sans professeur, ou mieux encore du remplacement du professeur par le processeur. Est-ce que les processeurs vont pouvoir remplacer les professeurs? C'est ce que le learning analytique nous promet, en nous expliquant qu'on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, analyser les mécanismes cognitifs au plus près de chaque individu et à partir de là, produire des logiciels individualisés d'apprentissage qui seront toutes et tous adaptés à chaque élève et qui permettront à chacune et à chacun d'atteindre tous les objectifs d'évaluation. Ce learning analytique se développe beaucoup aux États-Unis, en Californie en particulier. Mark Zuckerberg a mis en place toute une série d'expérimentations de ce type dans lesquelles il s'exprime avec des capsules vidéo que vous pouvez regarder, où il explique très clairement que l'avenir de l'éducation, c'est de pouvoir enfin se passer de professeur. Et il nous dit qu'il faut se passer de professeur parce que le professeur est ce qu'il appelle la variable aléatoire. Parce qu'il y en a des bons et des mauvais. Que comme il y en a des bons et des mauvais, c'est insupportable pour les parents et les États. Et que cette variable humaine aléatoire doit être remplacée par une machine qui, elle, fera le travail d'une manière équitable, voire égalitaire, et nul ne pourra se plaindre, puisque la machine traitera tout le monde de la même manière, que quelqu'un soit mieux traité que les autres. Si je me permets de vous dire cela, ce n'est pas que je crois que cela est possible à court terme. Je pense que c'est évidemment impossible à court terme, et c'est une songerie techniciste extrêmement dangereuse. Mais je crois que cette songerie ouvre une voie qui est la voie d'une technicisation à outrance du métier d'enseignant et d'une neutralisation de la variable humaine considérée comme aléatoire et donc comme néfaste. Il faudrait donc, d'une certaine manière, supprimer l'humain dans l'enseignement pour que l'enseignement soit
complètement efficace, et efficace de la même manière avec tous les élèves. C'est pour moi et pour nous, je pense, et pour vous, une réduction technocratique absolument insupportable. Le paradigme suivant, c'est le paradigme qu'on pourrait appeler constructiviste, qui est une approche extrêmement riche. Elle a été développée à plusieurs reprises au cours de ce colloque. Mais le constructivisme, et c'est Linda Hallal, une chercheuse qui a été extrêmement proche de Piaget, qui a beaucoup travaillé sur l'évaluation et qui a longtemps piloté à l'Université de Genève la faculté de sciences de l'éducation, c'est Linda Hallal qui dit que le constructivisme est une très belle théorie pédagogique, mais elle explique qu'il est très difficilement opérationnalisable en permanence. Et elle montre dans ses travaux que ceux qui se prétendent de constructivistes sont en réalité toujours tentés de basculer dans le behaviorisme. Que le behaviorisme, la boîte noire, stimulus-réponse, reste au bout du compte une sorte d'idéal type du constructivisme. Je ne vais pas rentrer dans la démonstration de Linda Hallal, mais elle est, me semble-t-il, extrêmement parfaite. Et elle est d'autant plus parfaite que Linda Hallal nous montre qu'une théorie constructiviste ne nous fournit pas d'outils d'évaluation et de théorie de l'évaluation. En revanche, que le behaviorisme nous fournit une théorie de l'évaluation, et en particulier une théorie binaire de l'évaluation. Et que rien n'est plus pratique qu'une théorie binaire de l'évaluation, ce qui fait que ceux et celles qui s'engagent dans une pratique constructiviste sont souvent ramenés au nom de l'exigence évaluative à se rabattre sur des pratiques behavioristes. Et puis il y a une dernière approche que j'ai identifiée et que je trouve extrêmement intéressante, qui est une approche qui existe par exemple en Amérique latine, que je connais un peu, dans la théorie que l'on appelle du buen vivir, qui est une théorie que je trouve très belle. C'est une approche anthropologique qui se fonde sur l'histoire de la transmission entre les humains et qui s'intéresse à ce qui anthropologiquement est le projet même de transmettre et qui se demande si ce qui au fond est central au métier d'enseignant, ce n'est pas d'épouser ce projet de transmettre dans toutes ses dimensions. Alors si je me suis permis de vous décrire ces paradigmes issus d'une recherche portant sur la littérature scientifique dans ce domaine, c'est pour vous dire qu'à bien des égards, tous ces paradigmes sont justifiables et intéressants. Le paradigme encyclopédique, bien évidemment, ne peut pas être abandonné. C'est une exigence fondamentale. Il faut maîtriser les savoirs enseignés pour pouvoir les enseigner. Le paradigme charismatique, quand même, nous renvoie à une réalité qui a été abordée à plusieurs reprises dans les communications que j'ai entendues, à savoir que nous ne pouvons pas ne pas travailler sur le corps, sur les émotions. Nous ne pouvons pas ne pas travailler sur ce qu'on pourrait appeler la présence de l'enseignant dans sa classe. Sa présence, le sens qu'a cette présence pour les élèves. Nous ne pouvons pas ne pas regarder du côté de la voix, du côté des gestes professionnels dont on a parlé ce matin et qui me semble représenter une perspective de recherche extrêmement intéressante. De la même manière, le paradigme behavioriste, c'est mon maître Daniel Hamlin qui dit que le behaviorisme, c'est une théorie de l'apprentissage extrêmement réductrice et dangereuse, mais que c'est aussi une hygiène mentale extrêmement utile. Alors il dit que c'est une théorie de l'apprentissage dangereuse parce que le behaviorisme réduit l'élève à un rat dans un labyrinthe à qui on donne des boulettes de viande et des impulsions électriques. Il finit toujours par trouver la sortie avec les boulettes de viande et les impulsions électriques. Donc c'est très dangereux, c'est du dressage. Mais en réalité, il montre que si c'est une théorie pédagogique et une pratique pédagogique dangereuse, ça reste ce qu'il appelle une hygiène intellectuelle parce que ça oblige à une forme de rigueur. Ça oblige à savoir par où le rat doit passer pour arriver à la sortie. Et savoir par où on doit passer, eh bien, ça permet de construire des dispositifs d'apprentissage, même si on n'utilise pas la boulette de viande et l'électrode pour pouvoir lui désigner la sortie et le bon chemin. Donc il y a dans le behaviorisme quelque chose de relativement intéressant, c'est sa clarification méthodologique.
Le constructivisme aussi, évidemment. Pourquoi le constructivisme est fondamental? Parce que, comme nous l'a dit un grand mathématicien et un grand didacticien des mathématiques, qui était directement un disciple de Jean Piaget, qui s'appelle Hans Ebli, dans Didactique psychologique, qui reste pour moi le grand livre constructiviste en matière de didactique, il dit au fond, si on cherche à savoir ce qu'apporte le constructivisme dans les didactiques et dans la pédagogie, ça se réduit à quelque chose de très simple, ça se réduit à se demander quelles opérations mentales l'élève doit effectuer dans sa tête. Voilà. Est-ce qu'il doit induire, déduire, expérimenter, faire une hypothèse et la valider? Ça se réduit à se demander, quand on enseigne quelque chose, non pas seulement quel savoir on transmet, mais quelles opérations mentales il faut réaliser pour acquérir ce savoir, et comment nous pouvons faciliter la mise en œuvre de ces opérations mentales. J'ai moi-même beaucoup travaillé dans le prolongement des premiers travaux de Brunner sur l'induction, c'est-à-dire la construction des concepts. Si vous allez sur mon site, vous trouverez par exemple une démarche que nous avons expérimentée et validée sur la construction du concept de romantisme, où on donne à des élèves, à l'un une musique romantique, à l'autre un texte romantique, au troisième un tableau romantique, etc., où on leur demande de construire le concept de romantisme par induction à partir de ces différentes analyses. Et ça, c'est le constructivisme qui nous l'apporte, c'est le constructivisme qui nous le livre. Donc il est important de ne pas abandonner le constructivisme. De même qu'il est important de ne pas abandonner le paradigme anthropologique qui nous renvoie à cette exigence fondamentale, cette exigence presque traditionnelle, cette exigence de la transmission intergénérationnelle. Enseigner, c'est pas simplement mettre en œuvre des techniques. Enseigner, c'est s'inscrire dans le lien intergénérationnel. C'est faire advenir le futur. C'est toucher le futur, d'une certaine façon. J'emploie toucher le futur, c'est une expression qu'on trouve dans un très beau film sur l'école du bout du monde, une école au Bhoutan, qui se situe dans un endroit totalement inaccessible, où les enfants n'ont jamais été à l'école et où un maître, un jour, va tenter de leur enseigner et où il va partir un peu découragé, il va tenter de partir et le maire du village s'oppose à ce qu'il parte, lui dit de rester en lui disant « Enfin, nos enfants ont touché le futur. » Ont touché le futur. Je trouve que c'est une très belle expression. Ce paradigme anthropologique nous renvoie à ce que j'appelle le projet d'enseigner. Et le projet d'enseigner, pour moi, il se réfracte en 3 dimensions principales. Transmettre, c'est assurer le lien entre les générations, bien sûr. Instituer l'école. L'école est un projet politique. L'école, on l'a dit dans notre première séance, c'est un espace public, ce n'est pas un espace privé, c'est un espace public où les échanges entre les sujets s'effectuent sur la recherche de la précision, de la justesse et de la vérité plutôt que sur la violence. Et ça, c'est la construction même de la police au sens grec du terme. Nous construisons un espace où celui qui a raison est celui qui démontre le mieux et non pas celui qui frappe le plus fort. Et ça, c'est fondamental pour la construction de nos sociétés. Et puis, le projet d'enseigner, c'est de faire advenir l'humain dans l'homme, rendre chacun capable de penser par lui-même, sapere aude, disait le philosophe Kant, ose penser par toi-même. Et je pense que la formation des enseignants, aussi riche soit-elle, aussi techniquement parfaite soit-elle, ne peut pas ne jamais s'intéresser au projet, à ce que le philosophe Cornelius Castoriadis appelle le foyer mythologique du métier. Parce que, mes amis, et ça a été dit à plusieurs reprises, et encore aujourd'hui très bien par notre collègue professeur de PS, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, aucun métier ne se réduit à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des compétences pour exercer un métier. Il en faut beaucoup. Mais la somme des compétences, ça ne fait pas un métier. Un métier, c'est une somme de compétences
ressaisi par un projet qui porte le sujet, et qui, en quelque sorte, fait qu'il assume les difficultés, les joies et les tristesses de ce dans quoi il s'engage. Alors à partir de là, j'en viens à cette idée très simple que si tous ces paradigmes ont chacun leur légitimité et qu'ils renvoient à différentes facettes légitimes du métier d'enseignant, le bon enseignant, c'est celui qui aura en quelque sorte tâté d'un peu tout cela, mais qui saura dans le quotidien de la classe, pour reprendre l'expression de mon collègue que certains ont peut-être connu, Philippe Pernoud, professeur à l'Université de Genève, Philippe Pernoud qui décrivait le métier d'enseignant en disant « c'est agir dans l'urgence et décider dans l'incertitude ». Alors décider, qu'est-ce que c'est que décider ? Je fais partie de ceux qui pensent que la réussite ou l'échec d'une classe, d'une séquence de classe, ça se joue parfois sur une toute petite pointe. Une collègue de Paris-X-Nanterre a écrit un ouvrage il y a quelques années où elle analysait une séquence de mathématiques et où elle montrait que cette séquence avait basculé complètement avec une seule décision, c'est quand le professeur avait dit « Stéphanie, passe au tableau ». Stéphanie passe au tableau. Alors pourquoi Stéphanie et non pas Ahmed ou José c'est une décision. Pourquoi passe au tableau et non pas répondre ta place Pourquoi Stéphanie, c'est pour expliquer aux copains ou pour montrer que tu ne sais pas ou pour rabattre ton caquet parce que tu prétends que tu sais et je vais te montrer que tu ne sais pas. Donc quand je dis Stéphanie passe au tableau, je prends une décision. Et les spécialistes de l'analyse du travail montrent qu'un enseignant, dans une heure de cours, prend environ 200 décisions de ce type. La décision de se lever ou de rester debout, d'écrire ou de verbaliser, de regarder tel élève ou de regarder toute la classe, de s'arrêter et de dire « prenez votre cahier et écrivez la définition que je viens de vous donner ». Il y a une multitude de décisions. Et je fais l'hypothèse, c'est une hypothèse que j'ai essayé de travailler dans mes groupes de formation, que le bon enseignant, c'est celui qui prend la bonne décision au bon moment. Alors décider, c'est quoi ? J'ai essayé ici très brièvement d'identifier les 8 éléments, alors qui ne sont pas successifs, qui s'entrelacent en permanence les uns les autres, de ce qu'est une décision pédagogique. D'abord, décider, c'est prendre des indices dans la situation que l'on vit. Alors des indices, ça ne veut pas dire qu'on comprend totalement, on ne comprend jamais totalement ce qui se passe dans une classe. Même si on n'a que 10 élèves, et a fortiori si on en a 100, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas tout ce qui se joue des uns aux autres. Tout ça est très compliqué, un collectif, c'est très compliqué ce qui se vit dans un collectif. Mais prendre des indices, là on s'aperçoit que les indices les plus simples, ils commencent à regarder leur montre. Bon, ça c'est un indice quand même. Ou bien les yeux pétillent, c'est l'inverse, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Ou bien je commence à avoir des visages s'allonger. Ça veut dire que peut-être ma démonstration elle est fastidieuse et il faut que je raconte une histoire. Voilà, prendre des indices comme ça. Prendre des indices. En comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est, les visages s'allongent, on a l'impression qu'ils se torturent mais qu'ils ne comprennent pas. L'enjeu là, c'est je continue et je m'enferre, ou bien je change mon fusil d'épaule, je fais autre chose. Une fois qu'on a pris les indices et compris les enjeux, il faut mobiliser sa mémoire des situations antérieures. Ça a été dit. Qu'est-ce que j'ai vécu antérieurement, ou bien qu'est-ce que j'ai vu antérieurement en formation, ou bien de quoi j'ai entendu parler qui me rappelle ce que je vis actuellement. C'est mon collègue, malheureusement décédé depuis quelques années, Michael Huberman, dans son remarquable ouvrage sur la vie des enseignants, qui nous explique à quel point se remémorer des situations antérieures, soit qu'on a vécu, soit que des collègues ont vécu et dont on a parlé avec eux, est utile pour progresser. Ensuite, rechercher dans sa mémoire les corrélations entre le type de situation et le type de solution. Ah oui, mais mon collègue, il m'a dit que face à ça, on pouvait peut-être proposer ça. Attention, en pédagogie, contrairement à d'autres domaines, la solution n'est jamais dans le problème.
la solution n'est pas dans le problème. Un certain nombre de gens croient que la solution est dans le problème, un peu à la manière dont la noix est dans la coquille. C'est-à-dire, il suffit d'ouvrir la coquille pour trouver la solution. Mais non, pas du tout. Je raconte souvent une histoire de cette petite fille dans un groupe que j'accompagnais qui refusait de rentrer en classe tous les matins. Elle refusait de lâcher la main de sa maman et elle criait, c'était épouvantable. Et puis un jour, la maîtresse a décidé de faire une enquête. Et le lendemain, la petite fille, elle a dit « Madame, est-ce qu'on va refaire une enquête? Parce que j'ai bien aimé. » Et elle ne pleurait plus pour rentrer en classe. Alors, est-ce que la petite fille pleurait parce qu'on ne faisait pas d'enquête? Bien évidemment, non. La petite fille pleurait parce qu'elle avait un traumatisme lié probablement à ça. Il peut se passer ça. Si je fais ça, il peut se passer autre chose. Mobiliser sa mémoire, c'est travailler à partir des indicateurs de structure, rechercher des corrélations. Il faut pointer les éléments nouveaux, etc., etc. Tout ceci, c'est un travail qui peut se faire et que se fait d'une manière, et qui se fait d'une manière quasiment, on va dire, non pas automatique, le mot automatique serait très malvenu ici, mais d'une manière très rapide, hein, Michel de Certeau dit le minimum de temps, et qui définit ce qu'on pourrait appeler, après Sean, on en parlait ce matin avec la collègue, l'enseignant expert. L'enseignant expert, c'est celui qui décide vite à partir d'une prise d'indice, à partir de solutions qu'il choisit, etc., et qui prend la bonne décision au bon moment. S'il dit Mélanie passe au tableau, c'est parce que cette Mélanie qui passe au tableau fait que le cours de maths sera réussi. Et que ça ne va pas déclencher du chahut, ça ne va pas déclencher des incompréhensions, ça ne va pas déclencher des malentendus parce que Mélanie dira quelque chose que personne ne comprendra et dont tout le monde se moquera, etc. Donc c'est une décision qui, à ce moment-là, est la bonne décision. Et c'est ça qui va faire que la classe va réussir à progresser en mathématiques. Alors, pour illustrer ce que disait Michel de Certeau, le maximum de connaissances dans le minimum de temps, j'emploie en général la figure de l'angle. Hein? Ah, pardon. Parce que dans un angle, vous le voyez ici, la mesure de l'angle, les mathématiciens me corrigeront si je me trompe, enfin c'est la même tout en bas, hein, tout à côté de la pointe, et tout en haut. Hein? Eh bien, une décision, c'est pareil. Une décision, c'est très pointu. C'est une petite phrase, c'est un geste, Mélanie passe au tableau, ou attention, où je mets la main sur l'épaule d'un élève. C'est rien du tout, mais c'est un geste qui, en réalité, est porteur de quelque chose de beaucoup plus vaste, l'analyse d'une situation, la compréhension de cette situation, et à partir de là, la mise en œuvre d'un projet pédagogique. Et cela m'amène à quelque chose de simple, hein. La décision, ce petit point, ce point quasiment instantané du moment où je dis quelque chose, où je fais quelque chose, je me lève. Se lever, c'est une décision. Ça peut changer beaucoup de choses, se lever, hein, dans une classe. Bon, ce moment-là, si il est efficace, s'il est gros, alors on dit, en français, gros de toute une série de connaissances, d'éléments de mémoire qui vont en faire sa pertinence. Alors maintenant, et j'en arrive à la partie peut-être la plus technique, comment se forme-t-on à prendre ces décisions? Moi, j'ai beaucoup tâtonné, j'ai exercé beaucoup de responsabilités dans le domaine de la formation des enseignants, j'ai beaucoup tâtonné sur comment former les gens à la décision. Et j'ai fini par utiliser la technique suivante, qui consiste à proposer ce que j'appelle des tensions structurantes. Alors, ce n'est pas très différent de ce que notre collègue Sandra Nogri, je ne sais pas si elle est là dans la salle, oui, nous a expliqué ce matin quand elle a parlé des dilemmes du tuteur. Hein. Ce n'est pas très différent. C'est repérer des tensions, hein, qui structurent l'activité pédagogique. Alors, la première tension, pour moi, celle qui émerge le plus vite d'ailleurs, quand on travaille avec des jeunes enseignants ou des futurs enseignants, c'est une tension très simple, priorité à la programmation ou priorité à l'événement. La programmation, c'est ce que j'ai préparé. Bon voilà, j'ai préparé quelque chose et je vais appliquer ce que j'ai préparé. Sauf que si j'applique ce que j'ai préparé sans être attentif à ce qui se passe, ça peut se casser la figure. Voilà. Donc la priorité à la programmation, Seigneur, j'ai tout prévu, hein, Andromaque, mais pour une mort si juste
Quand on prévoit tout, c'est la mort qui est au bout du rouleau. Hein. Donc la programmation totale, si elle n'est pas attentive à ce qui se passe, à l'événement qui émerge dans la classe, bon, ben, c'est un échec. De la même manière, si on n'est qu'attentif à l'événement sans programmation, c'est un échec aussi. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que l'enseignant expert? C'est celui qui programme, mais qui sait à quel moment, alors moi je dis, il va déplacer le curseur. C'est-à-dire, il va dire, là la programmation c'est trop rigide, il y a tel élève qui vient de manifester son désaccord ou son inquiétude, ou bien tout à coup il vient à l'idée quelque chose que je n'avais pas imaginé, et donc je vais être dans une phase d'improvisation. Mais si je reste là-dedans, les élèves perdent évidemment la rigueur de la programmation, ils ne savent plus où ils sont. Et donc, ce que j'ai travaillé avec les jeunes enseignants, c'est comment vous gardez dans votre tête la priorité à la programmation, mais comment vous êtes aussi attentif à l'événement quand il survient, et comment vous traitez l'événement sans oublier la programmation. C'est-à-dire comment vous déplacez le curseur au bon moment. C'est la première des tensions sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec mes stagiaires. La deuxième tension, alors, elle est un peu plus difficile, c'est la tension entre priorité à la découverte et priorité à la formalisation. La découverte, bon ben, on cherche, c'est la démarche de recherche. Elle peut avoir lieu à travers la pensée inductive, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le romantisme, elle peut avoir lieu à travers la pensée expérimentale, hein, elle peut avoir lieu à travers des manipulations. C'est la découverte, c'est les élèves qui cherchent et qui découvrent. Sauf qu'à chercher tout le temps, on ne formalise jamais, c'est-à-dire qu'on n'est jamais suffisamment clair avec ce que l'on a acquis, on ne le conçoit pas de manière suffisamment structurée pour pouvoir le transférer dans d'autres contextes, etc. Là, nous avons toutes les recherches de nos collègues de Paris 8, hein, l'équipe dite ESCOL, que certains connaissent, je suppose, qui montre comment certaines pédagogies dites actives, hein, si elles ne sont pas suffisamment formalisantes à certains moments pour repérer les acquis, eh bien, l'activité va dissoudre en quelque sorte l'acquisition. C'est la raison pour laquelle il faut que les élèves soient de temps en temps en situation de découverte, mais à un certain moment, il faut dire « Ah, mais là, qu'est-ce qu'on a appris ?» On s'arrête et on repère ce qu'on a appris. Moi, j'ai mené la dernière, après avoir quitté la direction de l'UFM, moi j'ai repris une classe de ce que nous appelons CM2 dans un réseau d'éducation prioritaire à la Croix-Rousse, et nous avons lancé avec mes collègues de l'école primaire une expérience très simple qui consistait, après chaque séquence, à faire expliciter aux élèves individuellement et dans un petit carnet ce que j'ai fait et ce que j'ai appris, et à leur faire distinguer ce que j'ai fait et ce que j'ai appris. Parce que ce que j'ai fait, tout le monde le sait, ce qu'on a fait. Hein. Récemment, parce que dans les temps où j'ai un peu de temps, j'accompagne mes collègues instituteurs dans des sorties scolaires, et j'ai accompagné un groupe d'élèves à visiter le musée gallo-romain à Lyon, et on est revenu, on a fait un débriefing dans le gymnase, on était assis en cercle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait des élèves qui disent « Ah ouais, on a fait des tas de choses, on a couru après le gardien, on a imprimé une pièce de souvenir, etc. » Et puis il y a d'autres élèves qui ont dit « Ah oui, mais nous on a compris qu'en descendant dans l'ascenseur, on descendait aussi dans les âges, parce que plus on va profond, plus c'est ancien. » Alors vous voyez bien qu'entre l'élève qui dit « j'ai imprimé une pièce » et l'élève qui dit « j'ai compris qu'en descendant dans le sol, je descends dans les âges », il y a un écart considérable. Il y en a un qui s'en tient à ce qu'il a fait et l'autre qui se demande ce qu'il a appris. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux enseignants, à la fin de chaque séquence d'apprentissage, faites repérer ce qui est appris et faites-le formaliser, ce qui est appris, pour ne pas vous en tenir à ce qui a été fait. Seulement, nous sommes aussi ici devant un problème de priorité. Parce que si je fais que de la formalisation et jamais de la découverte, je démobilise mes élèves, il n'y a plus de motivation. Si je fais que de la découverte sans jamais faire de la formalisation, il n'y a plus d'apprentissage. Donc là encore, il faut déplacer le curseur. Déplacer le curseur. Troisième tension, je l'emprunte à Jean Piaget, puisque c'est le titre de son dernier livre. Vous savez, le dernier livre de Jean Piaget, ça s'appelle « Réussir et comprendre ». Réussir ou comprendre,
c'est l'écart. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Réussir. Ben, réussir, pour beaucoup d'élèves, ça peut se faire à l'économie, par exemple en copiant sur son voisin. Bon voilà, ça peut être réussi, hein. Ou en improvisant, en tâtonnant, en allant chercher sur Internet, on réussit. Quand on réussit, on n'a pas forcément compris. Il y en a certains parmi vous qui ont pris leur voiture ce matin. Ils ont réussi à la faire démarrer. Mais est-ce qu'ils savent exactement comment fonctionne la puce électronique et est-ce qu'ils ont compris comment fonctionnait le démarreur? C'est pas sûr. Alors pour vous, c'est pas tellement grave, parce que vous n'êtes pas censé apprendre l'électronique. Mais l'élève, lui, il est censé apprendre les mathématiques, le français et l'histoire. Donc il ne faut pas simplement qu'il réussisse, il faut qu'il comprenne. Sauf que la réussite, c'est ce qu'on voit, parce que c'est la réussite, c'est le produit, et que la compréhension, c'est ce qui se transfère et ce qui dure. Et qu'on se trouve là devant un vrai problème, parce qu'on ne peut pas éliminer la réussite. Il faut bien que l'élève y réussisse son exercice. Mais si on fait que de la réussite, sans jamais se demander ce qu'il a compris à travers ce qu'il a réussi, eh bien là aussi, on est dans une vision faussée de la relation éducative. Et puis la quatrième tension, mais je ne vais pas y passer trop de temps, parce qu'elle a été très bien étudiée par plusieurs collègues qui ont fait des communications ici, c'est la tension entre la construction du collectif et le suivi individuel. C'est une tension qui est très difficile. Il y a eu beaucoup de très intéressantes communications, j'ai malheureusement pas pu toutes les suivre, sur l'école inclusive. Mais évidemment que l'école inclusive, qui intègre des élèves en situation difficile, réactive cette tension. Parce que si vous avez des élèves avec des profils particuliers et des difficultés d'apprentissage particulières, vous ne pouvez pas être tout le temps dans la construction du collectif. Donc voilà, il y a les deux. Moi-même, j'avais théorisé il y a de nombreuses années ce que j'appelle la pédagogie différenciée, mais j'avais bien dit que la pédagogie différenciée, qui est une priorité suivi individuel à bien des égards, ne peut pas être disjointe de la construction d'un collectif solidaire. Alors si je vous donne ces 5 éléments, ces 4 tensions, c'est pas du tout pour vous dire qu'on se situe ou d'un côté ou de l'autre. C'est parce que la proposition que je fais, c'est que l'expert, c'est celui qui comprend le moment où il faut déplacer le curseur d'un côté ou de l'autre sur chacun de ces 4 éléments. Voilà. Il sait où il va, et il prend les indices et il repère, et il dit, ça de ce côté, je vais aller plutôt de l'autre. Moi j'ai découvert ça très tôt dans mes premiers travaux. Mes premiers travaux portaient sur les interactions cognitives entre pairs dans les groupes de projets. C'est-à-dire quand vous dites à 5 élèves, faites un panneau, écrivez une histoire, résolvez un problème de mathématiques. Si vous dites à 5 élèves, faites un panneau sur un papillon, ou sur une épopée grecque, ou un pays d'Asie, que sais-je encore, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que celui qui sait dessiner dessine, celle qui écrit bien écrit, celui qui connaît l'orthographe corrige l'orthographe, celui qui a des images chez lui apporte les images, celui qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas écrire, qui ne connaît pas l'orthographe et qui n'a pas d'image chez lui, il ne fait rien. Et heureusement qu'il ne fait rien, parce que s'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. Donc on va le payer en identification dans le produit pour compenser sa frustration dans la fabrication. C'est-à-dire on va lui dire heureusement que tu n'as rien fait, parce que comme ça le produit est meilleur. Alors, moi j'ai observé ça, j'ai observé des centaines de groupes d'élèves au travail. Et ce qui se passe, c'est que quand on met un groupe d'élèves au travail, dans 9 cas sur 10, il y a une division des tâches entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Les concepteurs conçoivent, les exécutants exécutent, les chômeurs ne font rien et les gêneurs, on essaye de les refiler au groupe d'à côté. Voilà. Et ce n'est pas spécifique chez les enfants, parce que j'ai étudié aussi des groupes dans des grands syndicats et ils fonctionnent exactement de la même manière. Les adultes fonctionnent exactement de la même manière. Et donc, quand je mets des élèves au travail, si je donne la priorité au réussir, il faut réussir absolument le panneau, eh ben, je vais produire de l'exclusion. C'est donc qu'il faut qu'ils fassent le panneau, parce que le panneau, ça les motive, ça les mobilise. Mais il faut que aussi, à certains moments, je dis attention, mais lui, il a fait quoi là? Lui, il a compris quoi?
Lui, il a progressé ou pas? Elle a participé ou pas au travail? Donc il faut que je sois dans cette attention et cette vigilance qui me fait déplacer le curseur au bon moment. Je vais un peu vite pour ne pas vous lasser. Alors à partir de là, mais je ne vais pas vous le lire, parce que j'ai construit des séries d'items sur priorité à la programmation, priorité à l'événement. Alors si je les lis toutes, j'en ai pour 1 heure, donc je vous les diffuse, là vous les avez, puis vous aurez le diaporama, donc priorité à la programmation, priorité à l'événement. Là vous avez priorité à la découverte, priorité à la formalisation, priorité au réussir, priorité au comprendre, priorité à la construction du collectif, priorité au suivi individuel. Hein, alors là, on peut lire celui-là puisque c'est le plus court. Hein, construction du collectif, activité commune, enseignement magistral, conférences, chant, tout ce que vous voulez. Mise en relation des élèves entre eux, entraide, correction, etc. Priorité au suivi individuel, évaluation, diagnostic, entretien, plan de travail, remédiation, etc. etc. Donc vous voyez, l'important c'est que l'enseignant il sache introduire ce qu'il faut au bon moment pour rétablir l'équilibre apprenant. Ce que j'appelle rétablir l'équilibre apprenant. Alors une fois qu'on a ceci, quelles seraient à partir de là les composantes à articuler dans la formation des enseignants pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions au bon moment, c'est-à-dire déplacer les curseurs, hein, jouer avec tous ces curseurs. Globalement, alors je vais aller très vite, je crois que les différentes composantes, c'est d'abord l'observation de classe, qu'il faut placer les enseignants en observation de classe des collègues. En France, on a un vrai problème là-dessus. Moi, je milite depuis très longtemps, et d'autres collègues, sans doute ici, pour la classe ouverte, la porte ouverte aux collègues, pour que chacun puisse aller s'installer au fond de la classe d'un collègue quand il a un petit moment, pour regarder ce qu'il fait, discuter avec lui, etc. C'est très difficile à faire passer dans les mœurs, c'est ça. Hein, c'est très difficile à faire passer dans les mœurs. C'est dans les mœurs de certains pays. Les pays nordiques, par exemple, pratiquent cela très bien. Et c'est très efficace. Huberman dit d'ailleurs, dans un petit article, il dit une trouvaille pédagogique observée chez un collègue pendant que j'assiste à sa classe peut être plus efficace pour améliorer ma professionnalisation que la lecture de toute la psychologie de Piaget. Hein, alors c'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais ça dit l'importance de ça. Observation de classe. Deuxième élément, composante, on verra comment on les construit après. Alors, connaissance des disciplines, bien sûr, mais j'ajoute, ça a été un élément très important dans la discussion de hier matin, connaissance de la discipline et de l'épistémologie des disciplines à enseigner, c'est-à-dire de leur histoire de ces disciplines et de la manière dont les savoirs se sont construits. Les savoirs humains ne sont pas des essences éternelles et immuables, comme le pensait Descartes. Les savoirs humains sont apparus à un moment donné pour résoudre des problèmes humains. Et si les élèves ne perçoivent pas que les savoirs sont là pour résoudre des problèmes et non pas pour en créer, eh bien, ils n'entrent pas dans la dynamique de l'apprentissage. On peut continuer. Moi, je pense qu'un des éléments fondamentaux de la formation des enseignants initiale et continue, c'est de concevoir collectivement des séquences d'enseignement. C'est très important. J'en reparlerai tout à l'heure. Bien sûr, il faut aussi apporter des repères théoriques. Bien sûr, il faut aussi pratiquer. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Seikou a fait là-dessus un exposé très intéressant, l'analyse de pratique. Hein, une analyse de pratique, mais évidemment outillée. Ça ne peut pas être de l'analyse de pratique n'importe comment. Alors, si je cherche maintenant à structurer tout cela, ça c'est les différents éléments, à les structurer, je vais dire une chose qui est très liée à mon travail. Donc c'est un parti pris, c'est parce que c'est ce sur quoi j'ai vraiment travaillé depuis de nombreuses années. Sur les dispositifs à privilégier. Alors j'entends dispositifs pas du tout au sens de Foucault, hein, au sens des dispositifs qui oppriment, mais au sens de Castoriadis, les dispositifs qui, quand on les intériorise, nous permettent de nous rendre plus libres. Hein. Les mises en situation avec rotation des rôles pour susciter le conflit socio-cognitif.
Je crois que, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, parce que mes travaux sur le conflit cognitif, certains d'entre vous les connaissent, d'autres connaissent les travaux d'Anne Perret-Clermont, de Perret, de Douaille, etc. etc. C'est l'idée que pour avancer, il faut que ça bouge dans notre tête. Et pour que ça bouge dans notre tête, il faut qu'on voit les problèmes sous différents angles. J'ai parlé de coordonner différents angles pour voir le même problème. Donc je crois beaucoup à la nécessité de cette rotation des rôles pour susciter le conflit socio-cognitif. Et moi j'ai beaucoup pratiqué un dispositif possible, mais qui n'est pas le seul possible, hein, un dispositif possible que j'appelle le triangle formatif et que j'ai pratiqué aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, qui consiste à demander à des enseignants de concevoir et de mettre en œuvre devant leur pairs une séquence d'apprentissage. Alors moi je l'ai fait, y compris de manière très interdisciplinaire, hein. Je demande à des profs de PS de faire une séquence d'apprentissage sur comment se saisir du ballon au handball pour leurs collègues profs de maths. Je demande aux profs de maths de faire une séquence d'apprentissage sur les équations du 3e degré pour leurs collègues profs de français. Quand il s'agit d'enseignants du 1er degré, je demande à des collègues de faire une séquence d'apprentissage, ça peut être une recette de cuisine ou n'importe quoi. Je leur demande de concevoir et de la mettre en œuvre devant leur père. Parce que, comme le disait Natacha ce matin, on limite un peu la prise de risque dans cette situation. Mettre en œuvre devant leur père. Alors, en général, ça a un aspect ludique en plus. Hein, ça a un aspect ludique. Et puis, ça fait comprendre quelque chose. Parce que quand le prof de mathématiques doit faire comprendre au professeur de français avec qui il est allié dans le conseil de classe pour dire cet élève est un cancre, qu'en réalité, le prof de français, s'il était en mathématiques, serait lui aussi un cancre. Hein? Alors, ils sont alliés dans le conseil de classe parce qu'ils pensent tous les deux que l'élève est un cancre. Parce que quand on est bon en mathématiques, on ne peut pas imaginer que quelqu'un résiste aux mathématiques. Et pareil pour le français. Et donc, accepter de comprendre que des gens ne comprennent pas, c'est rentrer dans une dynamique extrêmement positive. Donc moi, ce que je fais en général, et c'est ce que j'appelle le triangle formatif, je demande à des enseignants par groupe, petit groupe, hein, groupe 2, 3, 4, 3 en général, mais bon, tout ça se débat, de concevoir et de mettre en œuvre une séquence d'apprentissage, d'être apprenant ensuite dans une séquence d'apprentissage, c'est-à-dire d'être celui qui va apprendre une chose qu'il ne sait pas, hein? Parce que c'est très important, c'est ce que nos collègues suédois appellent, au regard de, vous savez, en psychanalyse, on parle toujours de la psychanalyse de contrôle, ils appellent ça un apprentissage de contrôle. Ils disent que dans la formation des enseignants, il faut qu'il y ait toujours des apprentissages de contrôle, c'est-à-dire que les enseignants soient mis en situation d'apprendre des choses qu'ils ne savent pas et qui sont difficiles pour eux. Parce que c'est la seule manière de comprendre que pour apprendre, rien n'est spontané et qu'on peut se trouver face à des difficultés. Donc là, moi, je mets les personnes en situation d'apprenant ou en situation d'observateur. Donc quand j'ai un groupe, mettons, de 15 ou de 16 enseignants, ben, je fais 3 groupes de 5, hein, et chaque groupe de 5 prépare une séquence. Chaque groupe de 5 est apprenant dans une séquence, et chaque groupe de 5 observe ce qui se passe en extériorité et renvoie quelque chose. Alors, j'ai fait un travail qu'on va appeler un peu clinique d'entretien à la suite de la mise en place de ce dispositif-là, en particulier avec 2 types de publics. D'une part, des professeurs du second degré de disciplines différentes, hein, en leur demandant de s'instruire réciproquement, et d'autre part, avec des enseignants de sciences de l'éducation, en leur demandant de construire des séquences d'apprentissage sur des sujets qu'ils maîtrisent, mais qui pouvaient être la recette de cuisine de ceci, la construction de la maquette de cela ou autre chose. Et j'ai mené des entretiens ensuite approfondis, semi-directifs, avec les personnes qui ont vécu cela. Et c'est assez extraordinaire parce que un des mots qui revient pratiquement toujours, c'est « cette expérience m'a rajeuni ». Et je trouve ça c'est très intéressant, cette idée de se rajeunir. C'est-à-dire d'être capable
de sortir d'une relation un peu enquistée, fossilisée, où on transmet un savoir déjà stabilisé, et de se rajeunir en tant que formateur, de se rajeunir en tant que formé, de se rajeunir en tant qu'observateur. Alors encore une fois, je ne présente pas du tout ça comme la panacée universelle. D'autres dispositifs qui ont été exposés ici au cours de ces journées sont tout aussi pertinents et tout aussi importants. Je me permets, ayant la parole et un tout petit peu plus longtemps que les autres, de présenter un dispositif que je connais, que j'ai expérimenté et que j'ai évalué. Voilà, mais encore une fois, ça n'est qu'un dispositif parmi d'autres. Comme le temps a passé, il faut que je m'arrête. Je conclus rapidement, et je conclus par une chose très simple que je n'arrête pas de dire et qui est pour moi un principe. Beaucoup de travaux à faire sur la formation des enseignants. Avoir sur cette question de la formation des enseignants, parce qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques, non pas qu'il faut utiliser systématiquement et généraliser, mais dont il faut se nourrir pour inventer toujours des pratiques et des démarches, toujours sur l'éducabilité des personnes et en les mettant le plus possible en situation de responsabilité. Je n'ai pas traité un thème qui m'est pourtant très cher, mais c'est parce que je n'ai pas eu le temps, j'avais prévu une partie là-dessus, mais c'était au cas où, c'est le thème de l'alternance. Des questions de contact. Bien sûr. Oui. Alors, on a combien de temps sur le chef de département 2 minutes. 2 minutes par intervenant. 2 minutes pour tout. Ah, donc une seule intervention, Cheikh Tidiane. Et madame au fond. Bienvenue a été donné au bout du jour par une question de fond. Il y a des cours en ligne parfois qui deviennent au bienvenue. Ça, ensuite, deuxièmement, rapidement, 45 secondes. Simplement, je pense que le professeur, l'instituteur, a un rôle humain fondamental. Ce rôle humain, c'est de donner le goût de la vérité. Et qu'aucune machine ne peut faire ça. Et je pense par ailleurs, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les décisions fines, ce que j'appelle dans mes travaux les réglages fins. Je dis, un expert, c'est quelqu'un qui fait un réglage fin. Le réglage fin, ça consiste tout simplement à un moment à dire, moi je le fais dans mes amphis à la fac, à dire là je viens de faire une définition, chacun va l'écrire et puis montrer à son voisin ce qu'il a écrit pour savoir si vous avez compris. Et puis si vous n'avez pas compris, je la répète et on la retravaille. C'est des réglages fins, ce n'est pas des décisions qui révolutionnent le monde, c'est des réglages fins. Alors là, je pense que ça, le numérique ne peut pas le faire. Sur la conception des enseignants, je pense que vous avez parfaitement raison, la conception des enseignants reste très prégnante. C'est pour ça que je pratique ce que j'ai appelé le triangle formatif, parce que quand la personne est en situation d'enseigner et d'être enseignée par des pairs, et pas par des experts, elle remet en question ces conceptions, parce qu'elle découvre qu'elle ne comprend pas, elle découvre que là, l'autre s'y est mal pris, et quand elle a elle-même à agir, eh bien, elle va modifier sa représentation. Je ne suis pas rentré dans le détail sur la notion de conflit socio-cognitif, mais pour moi, le conflit socio-cognitif, c'est ce qui précisément fait changer les conceptions. C'est-à-dire qu'à travers ce petit dispositif que je propose, et qui encore une fois n'a pas vocation à l'universalité, je cherche à se faire bouger les conceptions des enseignants. Et vous avez parfaitement raison, je vous en remercie, c'est une question centrale. Madame, il y a des anciens étudiants avec qui j'ai travaillé ici et qui le savent. Je pense que pour enrichir sa panoplie méthodologique, il y a quelque chose d'essentiel, c'est de revisiter l'histoire de la pédagogie. Je pense que l'histoire de la pédagogie des origines à nos jours, elle nous dit énormément de choses.
et que c'est une vraie tradition. Alors, pas simplement l'histoire de la pédagogie occidentale, hein. Je dis toute l'histoire de la pédagogie. Mon collègue Jean Housset a publié récemment une anthologie des pédagogues arabes que je trouve absolument remarquable et que j'ai découvert. Il faut explorer l'histoire de la pédagogie parce que par l'histoire de la pédagogie, on découvre les problèmes auxquels ont été confrontés nos ancêtres, entre guillemets, ou nos prédécesseurs, et on découvre la dynamique qui leur a permis de résoudre ces problèmes. Moi, je n'ai jamais fait une année de cours à des étudiants sans leur faire étudier la lettre de Stanz de Pestalozzi. La lettre de Stanz de Pestalozzi, c'est 10 pages qui posent à peu près tous les problèmes pédagogiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui et qui montrent comment ces problèmes, on peut inventer des solutions pour les dépasser. Et ça, je trouve que c'est formidable. Alors, je dis la lettre de Stanz de Pestalozzi, je pourrais dire L'homme en proie aux enfants d'Albert-Thierry, je pourrais dire Jean Bosco, je pourrais dire Paolo Freire, et pour parler de... je pourrais dire une multitude de gens, de Crowley. Je n'ai pas de totem en pédagogie. Je ne suis pas de ceux qui disent pas de salut en dehors de Montessori, ou pas de salut en dehors de ceci ou de cela. Mais je dis, quand on a exploré, quand on a suivi les pas des géants de l'histoire de la pédagogie, eh bien, on peut oser ses propres pas un peu mieux. Voilà. Donc, moi, je plaide, et en France, c'est un combat qui est très difficile, parce que l'histoire de la pédagogie a disparu de la formation des enseignants, quasiment totalement. Vous avez des enseignants qui démarrent dans le métier, ils n'ont jamais entendu parler, alors parlons pas de Pestalozzi, mais je sais pas, ils n'ont jamais entendu parler de Makarenko, ils n'ont jamais entendu parler de Paolo Freire, ils n'ont jamais... Tout ça, pour eux, c'est un mystère complet. Makarenko, je ne suis pas un aficionado complètement inconditionnel de Makarenko, mais la manière dont il travaille la question du diagnostic est une manière qu'il faudrait que tous les enseignants rencontrent pour pouvoir eux-mêmes, non pas résoudre le problème comme lui, mais retrouver la dynamique de résolution de problèmes que l'histoire de la pédagogie nous apporte. Donc je crois qu'il faut à la fois être très attentif aux recherches contemporaines, c'est très important, mais je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est une plaidoirie pour la culture que faisait aussi mon collègue, il ne faut pas que nous soyons amnésiques de la culture pédagogique de nos ancêtres. Cette culture pédagogique est essentielle pour nous nourrir. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention. On va faire une synthèse relativement fidèle de nos différentes activités. Mais je vais m'appuyer d'une part sur nos collègues Diallo, ensuite Ousseynou Thiam, le grand sage Faye prendra la parole avant qu'on ne fasse le dernier mot pour vous tous. Chers collègues Diallo. Oui. Ah. Merci. Merci Noël. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très contents, franchement. On déborde de joie. Mon objectif premier, quand j'ai commencé à initier ce travail sur le colloque, c'était de faire venir Philippe Mérieux, mon professeur, au Sénégal. C'est ça. Fidèle de nos différentes activités. Mais je vais m'appuyer d'une part sur nos collègues Diallo, ensuite Ousseynou Thiam, le grand sage Faye prendra la parole avant qu'on ne fasse le dernier mot pour vous tous. Chers collègues Diallo. Oui. Ah. Merci. Merci Noël. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très contents, franchement. On déborde de joie. Mon objectif premier, quand j'ai commencé à initier ce travail sur le colloque, c'était de faire venir Philippe Mérieux, mon professeur, au Sénégal. C'est ça. Ça a été difficile. C'était pas facile parce qu'on sait, dans toute organisation, on n'avait pas les moyens, on n'avait rien. On n'avait que des idées. Et ce que j'ai dit à mes collègues, on n'a rien, mais on a les idées, on fonce. Vous voyez, je l'ai dit, c'est une aventure intellectuelle. On n'a rien à perdre. Et heureusement, fort heureusement, Philippe Mérieux, c'est un grand homme. Quand je lui ai exprimé ce projet, il nous a dit « je vous accompagne ».
Aujourd'hui, c'était un rêve, des nuits de travail, des mois à faire des réunions avec tous les collègues de FASTEF, mais également de Côte d'Ivoire, de Burkina, plutôt de Togo. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Donc, pour dire toute la satisfaction en ce moment. Et là, on m'a donné 5 minutes pour présenter les axes du colloque. 5 minutes. Ma foi, c'est pas grand-chose. C'était quelque chose que je vais préparer qui demandait beaucoup plus de temps, mais vous allez voir, je vais très bref. Donc, donc dans l'axe 1, les problématiques abordées autour de l'axe 1 qui tournent autour de la formation des enseignants et des systèmes éducatifs, c'est la formation des enseignants, les systèmes éducatifs qui tournent autour de l'abandon scolaire, échec scolaire, et en France, on parle de décrochage scolaire. Mais également, toujours dans l'axe 1, nous avons des communications qui tournent autour de la formation initiale des enseignants, mais également... Excusez-moi, je vais juste vous couper une information très importante. Les attestations sont disponibles et il y aura une pause café à 18h. Il y a des collègues qui sortent, donc vous attendez vos attestations pour nous empêcher un peu le coulissage. Merci beaucoup. Donc, mais également, tout ce qui est offre de formation pour les enseignants, mais également politique éducative. On retrouve dans cet axe des communications qui tournent autour des politiques éducatives initiées par le gouvernement, par les pouvoirs publics, mais également le rôle des organismes dans la formation des enseignants. Mais également, on retrouve toujours dans l'axe 1 des communications, des problématiques qui tournent autour de l'éducation de la citoyenneté, voyez, mais également de tout ce qui tourne autour de méthodes. Et dans l'axe 2, on a remarqué que les communications abordées dans la place de la langue, la place des TIS dans le processus enseignement-apprentissage, mais également tout ce qui est pratique enseignante, c'est-à-dire tout le métier, les processus cognitifs des apprenants, mais également la réflexivité pédagogique qui parle de réflexivité, aborde tout ce qui est la pratique réflexive, mais également l'approche par compétences, différenciation pédagogique, pédagogie active, mais également le processus de professionnalisation, comment amener les enseignants à entrer dans un processus de professionnalisation. Et comme le dit Richard Witkowski, la professionnalisation, c'est la recherche de l'efficacité. Alors que dans l'axe 3, pédagogie, didactique, évaluation, on a remarqué que les communications qu'on a évaluées tournaient autour également de la mais également de la professionnalisation des enseignants. Comment intégrer dans le apprentissage, comme l'a dit tantôt le professeur, démarche, approche inclusive, éducation par compétence, approche par compétence, mais également pratique réflexive, mais également l'approche culturelle par l'interculturalité, voyez, ce qui rejoint la conférence de M. Sall à travers la pédagogie culturelle, voyez, pour mieux outiller les enseignants. Mais également, toujours dans cet axe, on retrouve des communications qui tournent autour des réseaux sociaux, les réseaux sociaux comme levier pour favoriser le processus enseignement-apprentissage. Alors que dans l'axe 4, nous avions défini comme axe toutes les contributions autour des enjeux de la réflexion dans les sciences de l'éducation, dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et là, on voit que les communications font un état des lieux, l'état des lieux des sciences de l'éducation, qui est une discipline nouvelle, mais également mettre l'accent sur les enjeux. Quels sont les enjeux de l'éducation, mais également les défis qui se posent dans l'éducation et la formation. Mais de même, quel apport des recherches issues des sciences de l'éducation, de même le curricula, mais également des communications qui tournent autour de repenser le rôle des sciences de l'éducation par rapport aux défis qui se posent à l'éducation, notamment l'éducation des filles, comme on le sait, qui constitue une difficulté très énorme. Donc ce que j'avais préparé est beaucoup plus pour ça, mais je suis obligé de m'arrêter là. C'était tout juste pour vous remercier. Je suis très content, je dirais nous sommes très contents de vous accueillir, tous les participants qui viennent des 4 coins du monde. Vous voyez, ça a été une grande joie de vous voir ici, mais également remercier le doyen de FASTEF qui nous a accompagnés, tous les collègues de FASTEF qui ont travaillé sur ce colloque, mais également notre professeur Philippe Mérieux qui nous a accompagnés tout le long et qui aujourd'hui nous a épatés par cette conférence sur la formation des enseignants. Je pense que ce colloque va ouvrir d'autres perspectives, d'autres choses, d'autres horizons, et que je crois à travers ce colloque, des échanges ont pu se nouer, des partenariats, et que les débats ont été fructueux, les échanges ont permis de décloisonner, mais également de déconstruire, des représentations, mais également de construire, de mieux asseoir ce qu'on appelle le métier. Comme le dit mon cher professeur, enseigner, c'est un métier. Donc je m'arrête là pour ne pas être trop long. Je vous remercie. Non, je vous en prie. Merci beaucoup, chers collègues Sékou Diallo.
L'un des organisateurs phares de cette rencontre, c'est également le chef de département de psychopédagogie, le professeur Ousseynou Thiam, qui nous fera une partie de l'économie des activités que nous avons déjà menées. Merci beaucoup. Avec votre permission, monsieur le doyen. Je voudrais, en commençant, remercier la presse qui a passé tout le temps avec nous, remercier les étudiants, remercier le personnel administratif technique service de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, particulièrement de la FASTEF. On applaudit le personnel administratif. Remercier tous les collègues de la FASTEF, remercier les chefs de département de la FASTEF que je distingue, remercier tous les participants et toutes les participantes. J'insiste beaucoup parce qu'on a pu constater également que c'est pratiquement un équilibre au niveau des genres. Et ça, c'est une très bonne chose parce que justement, on nous demande cela aujourd'hui. Remercier tous les modérateurs, remercier les conférenciers qui nous ont vraiment donné de très belles prestations. On a beaucoup appris. Remercier tous les membres du réseau africain des chercheurs, enseignants d'éducation. Remercier l'UNESCO, remercier l'AUF, mais remercier également M. le doyen, qui quand même, il faut le dire, nous a soutenus, accompagnés, conseillés et a ouvert des perspectives. Remercier M. le ministre Siguinissi, mais remercier le comité d'organisation. Et je veux insister sur un nom, Babacar Biteye. En insistant sur le nom de Babacar Biteye, j'insiste sur tous les collègues de mon département qui se sont investis. Nous avons passé pratiquement des nuits blanches ici pour envoyer des mails, pour construire des outils. Et là, on en est là. Cette conférence, ce colloque a réuni 23 pays, 109 participants, 92 communications, 80 institutions, 23 modérateurs. Et il faut le dire au départ, nous avions un objectif caché. Je vais vous dire maintenant cet objectif caché. C'est de te faire dialoguer les plus jeunes avec les plus expérimentés. Et on pense avoir atteint cet objectif-là. Le deuxième objectif caché était de montrer effectivement qu'aujourd'hui, les frontières n'existent plus en science. Les frontières n'existent plus et nous devons de plus en plus les bannir. Ce colloque a réfléchi sur la représentation, sur l'éducation à la sexualité, sur le management, sur l'alignement didactique, sur les manuels, sur la perception, la réception, les processus d'enseignement, la linguistique, l'interaction, l'accompagnement, l'appréciation, l'approche psychosociale, l'éducation religieuse, l'enseignement technique, les défis de l'éducation, les méthodologies, l'exclusion, la didactique des langues, le développement durable. Cette colloque a réfléchi également sur la compétence, les langues nationales, les stratégies de rédaction, l'autorégulation, l'apprentissage des langues, la gestion des enseignements, l'éducation, le défi, la recherche en éducation, les pratiques de classe, l'universalité en classe, les processus cognitifs, l'impact des systèmes éducatifs, l'erreur en classe, l'inclusion, la marginalisation, l'intertextualité, la citoyenneté, l'abandon scolaire, la déperdition, les élèves en difficulté, l'étis, l'offre de formation, la formation continue, la formation initiale, les curriculums ou les curricula, la didactique professionnelle, l'histoire, la violence syndicale, la politique, le rendement scolaire, la psychologie scolaire, le contrôle, la mesure, l'évaluation, l'auto-évaluation, l'implémentation de dispositifs, la réflexivité, la professionnalisation, la professionnalité, les méthodes d'enseignement, la réception, et puis l'école. Par l'école également, nous avons réfléchi sur l'interculturalité, sur la culture. Nous sommes à la fin de ce... Je voudrais dire juste un sentiment de satisfaction et dire que ce colloque en réalité a réfléchi sur les transformations de la société, les transformations de l'école et les transformations de la classe. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Ousseynou Thiam, après les remerciements, très certainement le professeur Faye
Voilà. Reprendra ces mots pour saluer la présence de tous ces collègues qui ont eu à faire le déplacement et qui ont pu faire de cette journée, de ces 2 journées, ce qu'aujourd'hui a donné la forte satisfaction de toute la communauté universitaire sénégalaise. Yao. Merci. Merci, doyen. Je crois que le doyen m'a passé la parole pour dire peut-être 2 mots ou 3, m'avait-il dit. Le premier mot, c'est aventure. C'est un terme qui a été utilisé par le collègue Sékou Diallo. Aventure, mais aventure réussie. Vraiment, vous avez relevé le défi de l'organisation. Sékou Diallo, chapeau aussi à Ousseynou Thiam et son équipe. Merci à tous ceux qui sont venus de loin, de près, et qui ont travaillé avec beaucoup de plaisir, à mon avis. Je lis dans tous les visages la joie d'être ensemble autour de l'école, autour du thème l'école. Oui, nous remercions également le professeur Philippe Mérieux qui a accepté d'être avec nous. Ce n'est pas évident. Son temps est très précieux, mais je l'ai entendu dire au prochain colloque. Ça me donne vraiment beaucoup de joie. Prochain colloque, mais le plus rapidement possible, certainement. Ah oui, il faut... Oui. Merci beaucoup. Alors, après le mot aventure, je voudrais dire félicitations à tout le monde. Merci à tout le monde et bon retour parmi vos familles, vos foyers et dans votre pays. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Bon, je commencerai par remercier tous les participants à cette rencontre internationale. Mais vous me permettrez, chers collègues, de remercier particulièrement le collègue Philippe Mérieux de sa présence parmi nous, de ses belles conférences, mais également de toute l'énergie qu'il a eu à donner à ces différentes activités et aux rencontres connexes. Remercier Philippe, c'est également remercier très certainement Sékou Diallo, les autres collègues avec qui ils ont travaillé et le département de psychopédagogie. Lorsque je parle du département de psychopédagogie, très certainement Nian lui-même va se reconnaître sur ça. Le chef de département lui-même, tous les collègues du département de psychopédagogie et tous les collègues de la FASTEF qui ont eu à être présents, je veux dire véritablement présents à ces différentes rencontres. Tout à l'heure, le chef de département lui-même disait que les pactes étaient présents. C'est devenu un esprit. Mais il ne pourrait pas y en être autrement parce qu'à la FASTEF, il y a quelques semaines, vous avez vu, quelque part, il était dit il faut se former pour mieux éduquer. La question était posée au professeur Souleymane Bachir Diagne. Faut-il s'éduquer pour mieux former ou former pour mieux éduquer? La proposition qu'il nous avait faite, c'est qu'on va déplacer le curseur et essayer de penser l'éducation pour demain. En ce moment-là, les deux vont se retrouver. Et fort heureusement, ces paroles, donc ce qui s'est passé il y a quelques semaines, ne sont pas entrées dans l'oreille d'un sourd, parce que les activités d'aujourd'hui, j'allais dire de ces 2 jours, ont repris les politiques éducatives, les questions de langue, d'éducation,
Mais Souleymane Bachir nous rappelait également tout le bien qu'il pense de ce qui devrait être la décolonisation de l'éducation. Et cette décolonisation va jusqu'à la décolonisation des programmes d'enseignement et des formes d'interrogation. Aujourd'hui, je pense que vous avez eu une bonne décolonisation des formes d'interrogation que vous avez l'habitude de voir sur les programmes d'enseignement, sur les méthodes d'enseignement et sur l'organisation des enseignements. Fort de ces postulats, je considère que la collaboration pourrait être le mot de la fin de cette rencontre. Une collaboration large, je ne dirais pas entre les collègues du département de psychopédagogie et les autres collègues des départements de la FASTEF. Je ne parle pas des pairs des personnels d'enseignement et de recherche et les PATS. Je ne parle pas de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et des autres structures de l'Université de Dakar. Je ne parle pas des universités du Sénégal par rapport aux autres universités. Mais je parle de cette dynamique d'ensemble pour la construction commune que nous avons sur l'éducation. Parce que voyez-vous, il y a quelques mois, en septembre passé, il y a eu la rencontre internationale à New York sur la transformation de l'éducation. À cette rencontre, malheureusement, la parole de l'Afrique n'était pas très présente. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec le Bureau international de l'éducation et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous avons estimé que cette parole de l'Afrique pourrait être portée par une rencontre internationale sur les questions d'éducation sur l'Afrique et à travers l'Afrique et pour l'Afrique. Nous sommes sûrs que tous les collègues qui sont ici présents accepteront de se mettre ensemble. J'ai vu des collègues de la Confémen pour que ce vœu du BIE et du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec le président de l'Union africaine, qui est le président du Sénégal, que ce vœu, d'ici quelques mois, verra le jour. En tout cas, ce serait une rencontre internationale sur les questions d'éducation, et cette rencontre serait normalement dense dans le cognitif. C'est-à-dire toutes les activités d'enseignement-apprentissage et toutes les questions connexes devraient pouvoir être abordées. L'autre élément qui, pour certains, pourrait sembler un tout petit peu plus terre-à-terre, c'est que dans nos différentes universités, nous avons des questions qui sont relativement difficiles en rapport avec la pédagogie universitaire. Nous avons demandé au collègue Philippe Mérieux de trouver un cadre avec les collègues de la FASTEF, les collègues des autres facultés de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et des autres universités, et vous autres qui avez accepté de venir ici et de travailler avec nous sur un dispositif de formation de formateurs en rapport avec la pédagogie universitaire. Évidemment, on ne pourrait pas commencer avec une assemblée de 300 personnes. On pourrait démarrer avec une vingtaine de personnes. Ces 20 personnes qui montreraient le chemin. D'ici quelques années, on n'est pas très pressé, même si on aurait souhaité que d'ici la fin de l'année, tout cela soit effectif. Mais d'ici la fin de l'année, au moins que cette vingtaine de personnes qui accepteraient de se mouiller pourraient prendre les relais pour une organisation quasi parfaite, avec des dynamiques d'ensemble et qui nous permettrait d'avoir, cher Diao, la conférence de l'année prochaine sur des thématiques similaires. Je suis extrêmement optimiste. Donc, je disais lors de la rencontre de la, comment on l'appelle, de ma prise de parole du premier jour, hier, que cet amphithéâtre porte le nom de Kocci Barma Fall. Et j'ai le plaisir de vous dire que pour Kocci Barma, il y a une idée extrêmement généreuse, c'est la pensée des adultes de l'expérience et l'expérimentation dans ce qui fait de l'humain. Aujourd'hui, nous avons compris que l'expérience, l'âge, la générosité pourraient être des canaux extrêmement importants pour le bon fonctionnement de nos pays
il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, mais la personne qui a la plus illustré ce phénomène, je pense que n'est pas nécessairement sénégalais, sauf s'il prend la nationalité aujourd'hui. Cher collègue Philippe, encore une fois, merci de la générosité de tous. Merci de cette belle rencontre. Merci, cher collègue Ousseynou. Merci à vous tous. Je vous remercie de votre très aimable attention. Je vais donner la parole à Ousseynou parce qu'il a envie de vous poser de demander une autorisation. Parce que ça... Voilà, vous avez suivi que pendant toute la manifestation, on a enregistré des vidéos. On doit ici qu'on accepte que ces vidéos circulent. C'est bon? S'il y a quelqu'un qui s'oppose, bon, il peut venir me voir, on va enlever, on va cacher ça. Oui, oui, effectivement. Oui, oui. Oh. Tout à fait. Oui. Je suis parfaitement d'accord. Mais le souci était que pendant la première journée, il y a eu des gens qui n'étaient pas du groupe et qui étaient là. Donc c'est bon de le dire, enregistrer. Comme ça, demain, on dira que M. Thiam a dit cela et que M. Thiam engage sa responsabilité. Voilà. De toute façon, on fera circuler si au besoin et qu'on nous les renvoie.